Comment, du coup, Oui. on arrive à traiter ces questions-là qui sont finalement aussi un petit peu indépendantes des questions précédentes pour certaines? Disons que c'est quand même un sujet, c'est pas un sujet classique de proba discrète avec les urnes et les espèces d'embrouilles qu'on peut avoir d'habitude, mais comme souvent dans les sujets de proba, il faut prendre le temps de comprendre les événements qui sont présentés. Et donc là, et les variables aléatoires, et déjà ce qui se passe. Donc là, on a une variable aléatoire Z qui est en fait réalisée lorsque la somme de deux variables de Bernoulli est impaire. Alors c'est en langage mathématique. Peut-être que ça parle moins et ça embrouille moins aussi que des urnes, des boules, etc. Mais là, il fallait comprendre les événements Z égale 1 tels que présentés. Et après, on est un petit peu guidé. Hein, donc, bon, on ne pouvait pas faire de schéma d'urne comme on le préconise habituellement ou essayer de s'attribuer l'énoncé. Mais Bernoulli, c'est soit 0, soit 1. Voilà, on arrive à une représentation quand même assez... Il faut avoir la représentation des choses. On fait la somme des résultats et l'énoncé nous demande explicitement de dire les valeurs prises par la variable aléatoire x1 plus x2. Donc ça, c'est aussi un peu pour aider parce qu'on sait que x1, ça vaut soit 0, soit 1, x2 aussi. Donc bon, ça va être 0 ou 1 ou éventuellement 2. Hein. Donc là, on voulait nous lancer sur quelque chose qui après était la bonne piste puisque la question suivante, donc là, on cherche la probabilité que la somme de deux variables de Bernoulli, donc c'est-à-dire des variables aléatoires qui prennent des 0 et 1, c'est la probabilité que cette somme soit impaire. Donc la seule possibilité, c'est que soit la première valent 0 et la deuxième 1, ou le contraire. Donc il y a deux possibilités qui sont, voilà, on pourrait dire un système complet d'événements ou des unions disjointes qui étaient dans la question 5b, où il fallait quand même comprendre le processus, je crois. Donc, il n'y a pas de secret, là, il faut prendre le temps de lire l'énoncé et de se l'approprier tranquillement. Il ne faut pas se lancer trop vite dans les calculs. Si on se lance trop vite dans un calcul et on ne comprend pas les phénomènes aléatoires en jeu, ça ne peut pas marcher, quoi. Hein, là, c'était pas possible de faire la 5B sans comprendre exactement ce qui se passait et la somme dont il était question et comprendre les événements en jeu. C'est très clair. Merci pour ces éléments-là. On arrive ensuite donc sur une question 6 qui est assez calculatoire avec justement la vérification, donc une démonstration qu'on doit vérifier, une récurrence qui peut être effectuée, mais encore une fois, il y a cette hypothèse de on pourra raisonner par récurrence. Oui, On n'est pas forcément obligé, mais c'est oui. vrai que c'est quand même le chemin le plus facile pour cette 6B. Pour cette question 6 qui est un petit peu la plus complexe, hein, Ouais. très honnêtement, de cette partie 2, comment on arrive directement à se mettre dedans, Olivier, alors qu'on Je n'a pas crois que forcément réussi à faire les questions précédentes? si on n'a pas réussi la 5, ça va être dur de faire la 6, même si elle est peut-être indépendante, parce que finalement, on rentre un peu dans le processus et les raisonnements à faire dans la question 5, et donc la question 6, en quelque sorte, généralise, parce que cette fois, on a une somme pas seulement de deux variables aléatoires, mais de n variables aléatoires. Donc si on n'a pas compris le principe pour deux, ça va être dur de faire la question 6. Hein. Ça, c'est clair, on peut gratter des points. La loi de la variable aléatoire Sn, bon, c'est une somme de lois de Bernoulli indépendantes, donc ça fait une loi binomiale, on peut savoir des choses, mais pour la question B, je crois que ce que j'ai pas fait non plus sur papier la récurrence, mais il me semble que si on veut raisonner par récurrence ici, par récurrence, donc on va passer de z du cas n au cas n plus 1, et donc on rajoute une variable aléatoire dans la somme, et comme on s'intéresse à des cas pair-impair, on va être obligé de faire deux cas en fait. Soit la somme auquel on est quand on a une variable aléatoire, elle est paire, soit elle est impaire, et donc ça va influencer sur le résultat. Donc on a un peu le même principe que dans la question 5, où on avait distingué deux cas, à part que ça inclure dans une récurrence. Donc c'est pas seulement calculatoire. Enfin moi je vois pas trop comment faire autrement que ce raisonnement. Et donc c'est pas non plus purement calculatoire. Ça c'est un peu délicat. Par contre le C peut être le C est calculatoire. Il fallait je pense remplacer, bien comprendre les différentes valeurs possibles pour Zn. Je crois que Zn s'est rappelé, ça vaut 0,1. Donc, pour faire la question 6, on a cette entropie qu'on pose. C'est une somme avec deux termes, dont les termes sont finalement donnés dans la question 6b. Donc, le 6c, on pouvait s'en sortir en posant la somme, en utilisant sans doute des propriétés du logarithme parce qu'il y a un exposant. Et ça c'était purement calculatoire, le 6c peut-être.
Oui. En tout cas, ce sujet, moi, d'entropie me rappelle un petit peu les maths 2 de 2019. Du coup, on avait un sujet portant justement sur cette entropie-là. Et justement, quand j'avais vu Mm. l'inégalité avec la fonction logarithme, ça m'a directement rappelé ces éléments-là. Et on arrive justement vers Ah oui, cette vous êtes tombé sur ce sujet, Dorian. Je ne veux pas faire une dernière conversation partie privée, avec mais 3 questions. Question 7, question 8, question 9. Des questions ici où en fait on est un petit peu plus sur des probas à densité, donc des probas qui sont dites et qui sont censées être plus accessibles pour les préparationnaires ECG. Donc à première vue, du coup, directement, on a cette question qui porte sur l'entropie qu'on ne maîtrise pas forcément et qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est aussi un petit voilà, peu oui. la question piège. Oui, là, c'est pareil, j'ai ayant le sujet avant, j'ai regardé jusque-là. Là, j'ai pas trop regardé. Je me suis dit, bon, ça doit être pareil avec des variables à densité, mais il n'empêche qu'il faut bien lire et dire que quand la première question, c'est donc une question liée à ce qu'on vient de nous définir, de montrer que U admet une entropie. Bon, bah, il faut aller le chercher, effectivement, hein. Donc là, je l'ai pas fait sur papier, mais bon, faut arriver. U admet une entropie. Bon, alors c'est que c'est un problème de convergence, hein, donc il faut arriver à poser, et puis on pose la somme, on obtient quelque chose, et puis avoir des arguments, trouver des arguments de convergence. Alors on est sur la loi uniforme, par exemple sur AB, donc on doit pouvoir simplifier l'intégrale et être une intégrale sur un segment, ce qui ne pose pas de question de convergence en fait. Donc je crois que ça c'est la clé sur le 7A, hein, de dire qu'on intègre sur un segment, donc il y a de la convergence, et donc bon, ça admet une entropie. Mais tout ça, il faut arriver à avoir un peu d'habitude et assimiler avoir du recul, hein, sur les choses, hein. C'est pas un classique montrer que telle fonction est une densité comme on l'a fait 350 fois en bon préparationnaire. C'est ça, et après, donc bon, finalement, on a ce cas-là, donc avec U initialement qui est une variable, enfin, du coup, qui est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme à densité ici. On a ensuite X, du coup, dans le cas où X suit une loi exponentielle, et dernièrement avec X qui suit Opposé, une hein. loi normale. Donc, pour le coup, c'est encore une fois un schéma de répétition. Donc là, bah, on a bien compris, on a Très bien capté les répétitif, choses c'est comme derrière sur le ce sujet de et c'est pas une fin 2019. d'exercice qui est très complexe si on a maîtrisé et qu'on a compris la chose, mais qui peut pour le coup être très discriminante si dès le début, en fait, on n'a pas arrivé à saisir, à s'imprégner et à bien lire aussi le sujet, parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui était déjà tombé, enfin, du moins, l'entropie, c'était déjà tombé en maths 2, et il y a quelques années de ça, encore une fois, c'était encore tombé en maths HEC, donc pour les parisiennes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire, et notamment pour les épreuves de maths parisiennes et de maths 2 qui arrivent. La principale difficulté qu'il va y avoir, c'est que parfois dans l'énoncé, on va nous poser des lois qu'on ne maîtrise pas, des lois qui ne sont pas usuelles, qu'on n'étudie pas classiquement. Et la difficulté, ça va être justement de comprendre les informations découlant de l'énoncé et de les appliquer en fait à ce que j'ai pu apprendre en mathématiques. Et là, la difficulté de ces sujets-là, et notamment de cette fin de sujet pour les maths appliquées et même Lyon, c'est arriver en fait à savoir comment je transpose mes connaissances, mon entraînement que j'ai pu avoir en mathématiques directement au sein d'un énoncé qui m'est posé juste ici. Et puis surtout, il faut pas paniquer, quoi, parce qu'en Bien sûr. situation de stress, c'est toujours pareil. C'est peut-être la situation de stress n'est pas très propice à l'apprentissage de l'entropie, quoi. Donc je comprends que ça puisse poser problème. Donc pas de panique. Là, il fallait poser les intégrales et regarder assez librement. Quand c'est pénible un peu pour d'autres aussi en général. Voilà. C'est exactement ça. Et puis ce sujet, quand même, je crois que bon, peut-être ça peut perturber d'avoir ces probas. Je reviens sur le fait que l'exercice 2 me paraît vraiment classique et travaillé. L'exercice 1 un peu intermédiaire, parce qu'il y a quand même des difficultés à la fin avec le fait d'avoir une image par une fonction décroissante, mais il y avait quand même des choses abordables. Donc ça fait un sujet assez honnête avec quelque chose d'un peu consistant à la fin en mathématiques et de nouveau. C'est relativement bien équilibré, je trouve. C'est assez clair. Merci beaucoup pour cette analyse sur les maths appliquées. On va se pencher rapidement sur les maths approfondies EM Lyon, donc ex-maths ECS. Ici, on est sur les maths, du coup, ECG option maths approfondies. La première analyse que tu fais en voyant le sujet, Olivier, c'était quoi un petit peu? Ben, c'est un peu la même en fait, c'est qu'il y a des parties très classiques et puis après, je ne sais pas si ça a été un peu une directive ou quelque chose d'un peu conscient chez les concepteurs des sujets EML,
intellectuelle. Mais même chose, après quelques exercices qui ont dû être étudiés, des choses très habituelles, ben, on a des choses qui sont vraiment un peu perturbantes à la fin, où il va falloir assimiler des notions nouvelles. Donc c'est un peu la même chose sur la structure générale du sujet. Actuellement, on est en train de partager donc l'exercice 1, donc un exercice, enfin un sujet UM Lyon plutôt qui se découpe en 3 parties, assez classique pour un UM Lyon, on va dire post-ECS maths approfondi, avec un exercice 1, un exercice 2 et ensuite un problème qui est posé. Un exercice 1 qui à première vue apparaît extrêmement petit, qui tient sur quasiment une demi-page et qui porte ici sur les sommes d'une série. Donc c'est vrai que cette année aussi UM Lyon a une spécificité en nommant, on va dire, chaque exercice d'une manière, on va dire, assez singulière et ça donne un petit peu un charme finalement à cette épreuve de maths approfondie avec C'est le une menu. question 2, encore une fois, basée sur de l'informatique et du Python. Comment on rentre dans ce sujet 1, enfin dans cet exercice 1, pardon, Olivier? Ben là, normalement relativement bien, parce que c'est quand même des choses on a pu travailler. C'est des comparaisons suite intégrale. Ça a dû être fait en analyse et travaillé en analyse. Donc je pense qu'on rentre quand même assez bien dans ce sujet. Là, donc il faut considérer la fonction, il faut considérer la comparaison et puis des intégrations sur l'intervalle k plus 1. Il n'y a pas de gros mystère au vu des bornes de l'intégrale. Donc là, ça doit être amorcé. Si on n'arrive pas sur le début et qu'on commence à avoir du mal, bon, alors c'est pas parfaitement évident non plus parce que disons que ceux qui vont réussir, il y a une prime quelque part là à l'entraînement. Ceux qui se sont entraînés sur le thème et qui l'ont vu vont, je pense, trouver ça très très classique. Si on l'a jamais fait, ça peut être difficile en fait. Hein, s'il n'y a pas eu d'entraînement là-dessus, il faut quand même trouver la bonne inégalité à intégrer. Ensuite, il faut bien sommer dans question 1b, donc il faut sommer l'inégalité précédente pour k égale 1 a priori n-1 à première vue, ou peut-être n, ça il faut le gérer, les deux sont peut-être possibles d'ailleurs. Hein, et quand on somme l'inégalité, ça, en sortant les premiers termes, ça vient assez vite. Mais si on s'est entraîné, là, ça peut mettre à l'aise, Et je pense. finalement, moi, quand j'ai vu cet exercice 1, j'ai immédiatement pensé, Olivier, tu vois, à un exercice type EDEC. C'est vraiment, tu vois, des Oui, exercices tout à dans fait, oui. l'allure, en fait, finalement, qui sont plus devenus Exactement. des exercices EDEC que des Oui, exercices oui. UM Lyon, mais que finalement, UM Lyon a voulu poser. Donc, peut-être qu'il s'édéquise un petit peu sur ces sujets de maths approfondis. De l'informatique ici, est-ce que tu relèves une difficulté sur ces deux questions en info? Non, il me semble que, en tout cas sur le 2A, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le plus petit rang tel que on atteigne telle valeur. Il me semble que c'est ça qui est fait. Il n'y a pas de gros mystère. Après sur le B, je sais pas trop où on va en venir. J'ai pas regardé exactement et expliquer rapidement ce que cela laisse penser si on fait rang 50, j'avoue que moi, j'en pense pas grand-chose comme ça. Il faudrait que je me penche plus sur la question, quoi. Ça me laisse plus perplexe le B finalement que le A. Après la suite, donc simplifier la somme, on a une somme géométrique, ça ne doit pas poser de soucis. En déduire, il faut arriver à faire le lien par rapport au résultat du 3. Il faut intégrer le résultat du 3A sur les bornes 0x. Il n'y a pas de gros mystère non plus, mais c'est un peu apparent, mais il faut quand même prendre le temps de le poser sur feuille. Encore une fois, si c'est pas quelque chose qu'on a fait, après ça tombe, on a la satisfaction normalement qu'en cherchant un peu, on trouve là. Donc ça, c'est bien, parce que ça fait une formule en plus qui est un peu cossue, quoi. Donc voilà, voilà. Après, la limite, hein, si je prends le déroulé, donc on a la limite d'une intégrale qui est égale à 0. Il faut trouver un bon encadrement ici. Hein. Il faut arriver à montrer que la fonction qu'on intègre est majorée par quelque chose qui, quand on va l'intégrer, va tendre vers 0. Alors ça, c'est pas évident parce que comme c'est une majoration en mathématiques, c'est parfois plus perturbant de chercher à majorer parce qu'on a une certaine liberté que de travailler par égalité. Donc là, le 3C, voilà, il faut avoir la bonne idée de garder, en fait, il faut garder le TN en haut
haut et je crois qu'il faut, c'est le 1 moins x qui est le 1 moins t du dénominateur à comparer avec 1 moins x qui permet finalement d'intégrer tn et seulement, et ça donne le résultat. Mais là, il faut y penser. C'est pas si facile quand on n'a pas on prend pas sous le bon angle. Et ensuite, la convergence, ça doit venir assez vite avec les résultats précédents. Hein, donc, ça fait quelque chose d'assez bref, hein, quand même. Voilà. Avec, en analyse, de toute façon, avec des intégrations, des sommes en analyse, il faut bien faire quelque chose, quoi. Donc, pourquoi pas ça? Et on va justement vers cet exercice 2 qui porte ici sur des variables aléatoires. Donc là, ils ne sont pas foulés pour trouver le nom de cet exercice 2, avec finalement, ça va Au cas où on ne traiter l'aurait pas remarqué. de notation, on va dire, introductive en ce début d'exercice. Et ensuite, finalement, on va directement dans le vif du sujet avec principalement des variables à densité. Oui, des variables. Alors ça, c'est aussi, je vais dire, très classique. Alors peut-être je ne veux pas mettre dans l'embarras ceux qui n'ont pas trouvé ça classique, mais je veux dire, le min de plusieurs variables aléatoires, ça fait partie quand même des gammes que si on veut vraiment être prêt, on a fait quelques fois. Alors c'est toujours un peu technique quand même, parce que là, il faut faire le bon lien entre le min et les événements, et puis le min, c'est moins facile à gérer que le max, parce que il faut passer à l'événement complémentaire, et donc c'est pour ça qu'on a des 1 moins dans la fonction de répartition. Mais bon, ça fait quand même là quelques questions assez habituelles quand même. Hein, justifier que la variable Zn est à densité, il faut dérouler le cours. Démontrer trouver la densité, c'est en dérivant. Donc là, sur ces choses-là, il faut faire attention quand même sur ces parties-là à la rédaction. Il peut y avoir des différences de points sur les rédactions plus ou moins rigoureuses qui sont proposées. Mais ça commence de façon assez classique. La question informatique n'est pas très difficile non plus. Je crois qu'il suffit de prendre le minimum de l'aléa appelé par la fonction qu'on a, qui est juste donné par l'énoncé. Donc, il me semble que min de random 10 doit répondre à la question, ou je me trompe. Donc, c'est assez direct, quoi. Bon, c'est pas très, très difficile. Convergence en loi aussi, question de cours, hein, question de cours non, mais question d'application classique. Il faut donc passer à la limite des fonctions de répartition, et comme on a 1 moins x avec x qui appartient à 0,1, l'exposant n, ça va tendre vers 0, donc ça doit donner, je pense, la loi certaine. Là, au programme de maths approfondie, il y a des choses plus difficiles sur les convergences de loi ou de probabilité que cette question-là. Ça, sur le thème, en tout cas, c'est une question, je pense, relativement simple, il me semble. Les choses sérieuses commencent après, où là, je commençais à me gratter la tête et me pencher là-dessus, parce que là, pour le coup, à partir de la question 4, il faut comprendre de quoi il s'agit. On commence à mêler les variables aléatoires. Je crois que l'idée, c'est de dire qu'on a le minimum d'un échantillon de n variables aléatoires auquel on retire la dernière valeur, on fait la différence entre les deux, et puis on regarde ce qui se passe. Donc là, rien de classique, ça commence à être un méli-mélo très spécifique à cet énoncé. Donc il faut rentrer dedans, essayer de comprendre les événements proposés. C'est ça qui va être difficile. Avec une question, encore une fois, sur le Python, avec des graphiques ici. Et justement, là, ce qui peut être intéressant, c'est en fait de se servir aussi, et ça, on l'a déjà exposé justement pour Ecricom, et on vous le redit pour les autres, dans cette lecture de sujet qui est hyper importante, et il faut justement bien arriver à lire le sujet pour derrière répondre aux questions qu'il peut y avoir en fait directement sur le terrain, j'ai envie de dire, via les données graphiques qui nous sont données. Des fois, justement, ces analyses graphiques et cette lecture du sujet nous permet un petit peu de savoir où en fait les concepteurs veulent nous amener, vers où on tend un petit peu, et c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Pas de difficulté majeure, on va dire, pour cette question d'informatique portant sur l'historique de 1000 rectangles. Il fallait quand même avoir abordé les questions précédentes, savoir si ça nous semble discret, c'était mieux d'en avoir une idée. Alors c'était un peu astucieux quand même d'ailleurs, si je reviens à la partie mathématique, ça m'a un petit peu posé question de dire la variable aléatoire Tn était la densité. Je dis, est-ce qu'il faut chercher la fonction de répartition? En fait,
Ben, en fait, pas du tout, parce que on s'aperçoit qu'il est possible que Tn égale 0 et que l'événement Z qu'on a étudié dans le A, alors le B vient du A, hein, après en cherchant bien, si on n'a pas d'idée, regardez toujours la question A. Et bon, savoir si Tn était à densité, c'est bien d'avoir l'a priori quand même pour répondre aux questions informatiques. Là, il me semble que c'est pas à densité parce que ben, quand Zn égale Xn, c'est exactement Tn égale 0 et P de Tn égale 0 égale 1 sur N, ce qui contredit absolument le fait que Tn puisse être à densité, puisque là, Tn égale 0, c'est une valeur, voilà, normalement, si c'est à densité, on devrait trouver la probabilité de Tn égale 0 égale 0 pour les variables à densité, bien sûr. Donc c'était un petit peu astucieux de ce point de vue-là, et ça éclaire plus ce qui se passe après. Alors par contre, il ne faut pas chercher, est-ce que c'est cohérent, le rectangle est-il cohérent? Moi j'aurais répondu avec le B, bah oui, sinon ça ne sert à rien de faire le calcul mathématique. Donc il fallait un petit peu aller chercher, on devait voir qu'on doit trouver 1 sur n pour ce résultat, avec dans le cas présent, je crois que n était égal comme probabilité, donc là on a 500 répétitions, il fallait diviser 20 000 par 500 pour trouver à peu près, ça doit faire 40 il me semble, et là on voit 50 sur le graphe, donc c'est à peu près ça, et donc voilà, et je pense que là il y a quand même un argument qui va être attendu, simplement que de dire oui, le candidat qui a répondu à rien, qui dit oui, c'est cohérent, c'est pas sûr qu'on donne des points. Voilà. Faut toujours justifier Donc, forcément l'essence donc ça même donne un énoncé pas. Alors il y a quand même ce truc un peu, c'est structuré comme celui de maths appliquée sur cet exercice qui commence facile et qui est un peu délicat. On avait l'exercice 1 qui, je pense quand même, est relativement classique. Exercice 2 intermédiaire. Voilà, on a le début facile et puis là, bon, ça peut être un peu pénible de comprendre Tn et d'interpréter parce qu'on est embarqué dans quelque chose. Et le problème, moi je ne trouve pas évident, hein. Ça arrive parfois dans les sujets. Alors, c'est assez rare ces dernières années en ECE, peut arriver aussi dans des sujets de bac, c'est-à-dire que les concepteurs ont parlé de quelque chose qui est pas au programme, c'est-à-dire que les formes linéaires telles que les espaces, c'est des espaces duals, donc qui se cachent derrière une vraie notion mathématique qui, pour le concepteur de sujet, poser, je pense, aucun problème, mais quand on découvre finalement une notion mathématique difficile, là, le jour du concours, ça peut être pénible. Surtout que ce sujet commençait avec la question préliminaire 1, je la trouve pas facile, quoi. Justifier que les espaces vectoriels E et E étoiles ont la même dimension, bon, soit on montre qu'ils sont en bijection, c'est ce qui est fait d'ailleurs un peu après, hein, on peut laisser ce préliminaire et finalement il est résolu un peu plus loin parce qu'on nous donne une bijection entre les deux espaces qui va justifier qu'on a la même dimension, ou soit on prend la base de l'un et on montre que les bases ont le même nombre, il faut arriver à construire les bases, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment faisable, ou alors je vais louper quelque chose, quoi. Voilà, mais c'est pas évident. Et par contre, après, on a plutôt des questions qui se font bien, je crois, hein, une fois qu'on est dedans. Alors, c'est comme ce que tu disais aussi sur l'entropie pour les maths appliquées, c'est-à-dire qu'il faut accepter de faire la lecture et là, de poser les choses. Et puis, si on ne maîtrise pas parfaitement, mais on voit un peu, et là, on peut gagner pas mal de points sur les dimensions possibles de l'image, hein, puisque on a une forme linéaire qui est à valeur dans R. Donc l'image, elle est incluse dans R, et donc comme c'est un espace vectoriel, l'image R, c'est de dimension 1, et ce qui répond à la question. Donc si on a compris de quoi il s'agit, il n'y a pas grand-chose à faire. En déduire que l'application linéaire est soit nulle, soit surjective, puisque l'image est de dimension 0 ou 1. C'est de dimension 0, ça va être le cas où c'est nul. Si c'est 1, en fait, puisqu'on est dans R, ça va être surjectif, parce que l'image, ça va être R tout entier. Et là, il fallait être rentré dedans et avoir accepté d'avoir compris ce que c'était que les formes linéaires, et puis ça venait assez bien. Donc ça, c'est pas trop mal fait. Je sais pas comment les candidats ont vécu la chose. Je sais pas si tu as des retours sur cet exercice en particulier. Mais bon, à part la question 1, là, on peut être guidé tranquillement. Et puis, les exemples sont faisables, je crois, hein. Les premiers exemples d'application, bon, encore une fois, il faut accepter d'avoir compris ce que c'était qu'une forme linéaire. Une forme linéaire, il fallait simplement, quand on doit montrer que c'est un élément de E étoile, il fallait dire que, je crois, hein, montrer la linéarité et montrer que c'était la valeur dans R.
Ça montre que c'est une forme linéaire. Mais comme on vient de l'apprendre, alors peut-être que certains étudiants l'ont étudié, voilà, c'est pas du vocabulaire inconnu des profs et je pense des étudiants, on peut l'employer en cours, mais euh, ici c'était posé à nouveau. Donc là, les exemples plutôt faciles en étant rentrés dedans, je pense. Et puis après, ça devient quand même, à partir de la question 2, il y a beaucoup de notations et ça devient vraiment très conceptuel parce que les formes linéaires sont eux-mêmes des applications et on va créer une application avec certaines parties. Donc là, ça devient quand même, ça pouvait faire mal au crâne à partir de là. Hein. La fin là était problématique. Ceux qui avaient vraiment un bon niveau et qui étaient tranquillement dedans ont dû peut-être se faire plaisir, mais je crois qu'il y a des grosses différences qui peuvent se jouer là sur le problème. Non, carrément. Et justement, bah après, on arrive justement sur cette partie 2 donc affichée à l'écran qui porte ici sur les hyperplans. Donc là, bah, on rentre un peu plus dans cette complexité. C'est vrai que le problème, de manière globale, bah, c'est ce qui a le plus posé problème aux candidats. C'est pas Ça va, forcément tout va bien alors. l'exercice le plus complexe, en l'occurrence ici, ça l'est. Et justement, une partie 2 donc ici, qui est un petit peu plus abstraite que les exemples Ah, qui étaient ici. complètement, complètement. Hein. C'est une théorie qui est très importante de voir qu'entre un espace vectoriel et l'ensemble des formes vectorielles des formes linéaires sur cet espace, il y a des bijections. Et puis c'est très important aussi, en fait, du point de vue mathématique, parce qu'il y a un lien avec les hyperplans, avec la notion de vecteur normal. Donc il y a tout un pan mathématique, mais là c'est vraiment de la théorie, hein, pour le coup, qui est construite. Hein. Là, oui, c'est pas évident, c'est très théorique, je pense. Hein. Non, mais de manière globale, et même nombre des étudiants qui commentent là en disant justement que c'était quand même quelque chose d'assez complexe et justement où certains ont en fait joué la stratégie d'aller chercher enfin, d'aller grappiller des points et d'aller le faire quand Ah, c'était possible sur des questions plus déductives ou alors sur des questions de démonstration où il y avait des possibilités d'aller chercher des points. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire dans des sujets qui sont beaucoup oui, plus tout à fait. complexes, c'est d'aller piocher, on va dire, là où c'est possible d'aller piocher, d'aller se servir et de montrer finalement au correcteur qu'on se bat. Et justement, Olivier, c'est quand même valorisé quand on voit un candidat qui se bat sur sa copie et qui essaye. Tout à fait. Ben, surtout, ce qu'on voit parfois, c'est qu'on voit aussi des candidats qui ont bien réfléchi à ce que c'était et qui veulent montrer qu'ils ont quand même compris de quoi il s'agissait. Parce que parfois, le fait d'avoir compris ce que c'est qu'une forme linéaire, pour certains, ça va permettre d'aller chercher aussi de façon un peu décousue certains points, mais tout en montrant quand même une compréhension. Donc, il y a non seulement la grappille de points à dire du B, je découle le A, où j'essaye de mettre une méthode connue et puis d'appliquer. Mais là, oui, là, effectivement, il y a quand même quelques points à gagner, sachant que c'est là qu'il peut y avoir des différences, hein, je pense. Peut-être que ça se passe mieux après, ça a peut-être relancé les candidats de repartir sur la partie 3 hein, avec l'apparition des produits scalaires. Mais ça nécessitait toujours d'avoir compris ce que c'était qu'une forme linéaire. Là, la question 11A, par exemple, si je la vois sous les yeux, je ne sais pas si vous l'avez, On l'a. démontrer que FA est un élément de E étoile. Donc E étoile, c'est l'ensemble des formes linéaires. Il s'agit de dire que FA est une forme linéaire, donc de montrer que c'est linéaire et que c'est à valeur dans R. Et une fois qu'on a compris que c'était ça qu'il fallait faire, un produit scalaire, sa valeur dans R, et la linéarité, on a la linéarité du produit scalaire, donc ça se fait. Hein, mais bon, du coup, étoile, il faut avoir compris quand même l'ensemble de ses caractéristiques. Donc là, si ça c'est fait, c'est compris, le noyau, je pense qu'on pose égal 0 et on voit ce que ça donne. Un produit scalaire égal à 0 pour un vecteur x fixé. On avait donc l'espace orthogonal à x en fait, hein, ou à vecte de x plus précisément, démontrer que si FA est l'application nulle, alors A égale 0, je ne sais pas, il faut voir. Si c'est l'application nulle, oui, A égale 0, on pouvait par exemple faire f de A et montrer qu'on a A scalaire A égale 0, et à ce moment-là, A égale 0. Enfin, il y avait des petites choses à faire là-dedans.
Et encore une fois, là pour le coup, ce qui est important à bien rappeler, c'est qu'on a ici justement des questions qui commencent par démontrer, par déterminer que. Et ce qui est important de voir, c'est que attention, il n'y a pas justement, bah, je me sers de la réponse précédente, enfin du moins c'est plus complexe parce qu'il n'y a pas cet aspect déduire ou alors justifier Oui, tout à fait. qui peut parfois, on va dire, découler de questions précédentes. Donc aussi toujours voir de la manière dont on va dire c'est posé la question pour pouvoir ensuite bah, avoir une réponse, soit en observant directement des éléments précédents, soit en effectuant des tests, soit en établissant des déductions en fonction de la manière dont c'est posé. Une question 12 qui nous amène sur le théorème de représentation des formes linéaires ici, Olivier. Oui. Bah, la linéarité, bon, bah, on revient à la définition, je pense, par rapport à ça. On va revenir à la définition de la linéarité, il faut poser. Démontrer que c'est un isomorphisme, qu'on a une forme linéaire, il me semble que là, le mieux, c'est d'utiliser le noyau. C'est très théorique, hein, là, ce que je vous raconte, mais d'essayer de montrer que le noyau est réduit à zéro, ça va montrer que c'est un isomorphisme. Je me suis posé un peu la question, bien sûr, avant ce live, hein, et donc, parce qu'il y a plusieurs façons de faire un isomorphisme et une bijection. On peut montrer que un certain élément, tout élément a un antécédent unique, mais c'est pas ce qu'il faut faire parce que là, justement, c'est ce qu'on utilise en question C. Hein, donc là, on va utiliser le fait pour répondre à la question C. Là, pour le coup, on va utiliser qu'il y a un isomorphisme et par définition de l'isomorphisme, je pense que ça nous donne assez vite le résultat de la question C. Donc là, le mieux, je crois, pour le B, encore une fois, montrer que c'est un isomorphisme, c'est montrer que le noyau est réduit à zéro. Hein. Donc ça, c'est théorique. Bon, après, c'est la filière maths approfondie qui veut ça, il faut accepter. Hein. En maths approfondie, on ne fait pas des maths appliquées, donc il y a de la théorie mathématique. Peut-être que ça donnera envie à certains après d'étudier les mathématiques et d'inventer quelque chose. Je ne suis pas sûr, mais On ne sait c'est jamais. possible. On ne sait jamais. Ou d'enseigner les mathématiques, Ou comme tu l'as d'enseigner, fait toi. voilà. Ou d'enseigner, oui, tout à fait. Pour Alors après, commencer, on a l'application sur. Là, on peut revenir à quelque chose de classique à la fin, je pense, démontrer que la trace de TAB est un produit scalaire. Ça, c'est classique. Hein, on l'a fait plein de fois. Normalement, ça doit être maîtrisé. Mais bon, on a la question classique qui arrive en avant-dernière question. Quoi. Ça, c'est bon. C'est pourquoi pas. Et enfin, bah, le 13b doit être l'application de ce théorème de représentation des formes linéaires, ou en tout cas, on a un antécédent unique par un bon isomorphisme. On doit avoir un antécédent unique en utilisant un isomorphisme qui a été présenté au-dessus. Donc, pourquoi pas. c'est assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions si vous en avez. Merci beaucoup, Olivier. L'analyse des maths ECT ne sera pas faite directement ici. Elle est disponible sur Mister Prépa, donc on vous invite directement à aller la voir. Merci beaucoup, Olivier. On espère qu'on pourra te retrouver dans d'autres lives sur Mister Prépa. Oh, on va voir ça. En tout cas, Allez, merci. j'allais dire une vidéo d'Olivier qui est disponible sur Mister Prépa où il délivre tous ses conseils de correcteur. Merci à tous d'avoir visionné ce live. Merci beaucoup, Olivier. Et à très Voilà, vite. gardez le moral Mister surtout. Hein. Prépa.